Bonjour et bienvenue dans Parenthèse au barreau, le podcast qui explore les coulisses humaines du métier d'avocat et des dossiers judiciaires. Je suis Barbara Para, psychologue spécialisée en expertise psychologique. Dans ce podcast, je reçois des avocats pour parler de leur métier, des situations humaines qu'ils rencontrent dans leur dossier et de ce qui se joue parfois de manière invisible dans les conflits qui arrivent devant la justice. Ensemble, nous croisons les regards du droit et de la psychologie pour mieux comprendre les réalités humaines qui arrivent devant les tribunaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Véronique Gaud. Véronique est avocate en droit des affaires et elle accompagne depuis de nombreuses années des dirigeants dans des moments clés de leur trajectoire, notamment lors de sessions et de transmissions d'entreprises. Elle est également coach de dirigeants, ce qui lui donne un regard particulièrement fin sur ce qui se joue au-delà des aspects juridiques dans ces décisions souvent décisives. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle peu, la cession d'entreprise, et ce que vivent vraiment les dirigeants. Parce que derrière une opération juridique ou financière, il y a souvent une histoire, une identité, et parfois même une forme de rupture. Avant de rentrer dans le sujet, j'ai envie de poser un point qui me semble essentiel. En psychologie, on sait que certaines décisions de vie ne sont jamais uniquement rationnelles, et la cession d'entreprise en fait clairement partie. Derrière ce type de décision, il y a souvent une histoire personnelle, un investissement émotionnel fort, et parfois une identité construite autour de l'entreprise. Autrement dit, on ne vend pas seulement une structure, on se sépare d'une partie de soi. C'est précisément là que les enjeux psychologiques deviennent centraux, parfois même déterminants, dans la manière dont la session va se dérouler. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté de prendre la parole dans cette parenthèse. Bonjour Barbara, bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Véronique Gau, je suis avocate en droit des affaires. J'accompagne les dirigeants de sociétés en leur proposant des prestations de conseil de rédaction d'actes destinées à sécuriser la vie sociale de leur entreprise. Plus précisément, je les assiste dans la création et le suivi juridique de leur société, ce qui veut dire les accompagner dans la stratégie et les formalités d'entreprise. Rédaction des contrats, les modifications statutaires, augmentation de capital, changement de forme sociale, siège social, dénomination, etc. Je les assiste également dans l'harmonisation des relations avec leurs associés, avec notamment la mise en œuvre de pactes d'associés. On sera amené à en parler plus précisément dans le cadre de notre entretien. La rédaction des contrats commerciaux, les baux, les conditions générales de vente et tout type de contrats liés à la vie de l'entreprise. J'interviens surtout et plus particulièrement en matière de transmission d'entreprise. Alors, transmission d'entreprise, ça veut dire soit la cession, soit le rachat. Donc, je peux être des deux côtés, côté du repreneur ou côté du cédant. Et dans des opérations, soit de cession de fonds de commerce, et on verra que c'est différent, ou d'entreprise, c'est-à-dire les transmissions de titres sociaux. À ce titre, je vais, avec le client et avec les partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire, j'entends l'expert comptable principalement, ou le conseil en entreprise, je prépare et sécurise l'opération de cession en conseillant sur le montage juridique et fiscal. Je vais rédiger ou relire les lettres d'intention parce que ça dépend. Je vais bien sûr avoir un contradicteur qui va rédiger, par exemple, si je suis du côté du cédant, il va y avoir le repreneur qui va rédiger la lettre d'intention. Donc, je vais la relire. Je vais rédiger le protocole, c'est-à-dire le compromis sous conditions suspensives, le plus souvent, et l'acte de réitération de cession, qui est l'acte final au moment du transfert de propriété, ainsi que tous les actes annexes de cession, c'est-à-dire plus particulièrement la garantie d'actifs et passifs, et on expliquera ce que c'est plus tard. Donc, je vérifie bien sûr que les conditions légales sont remplies, j'informe les parties sur les risques et les conséquences de leurs engagements, et je fais en sorte que la vente soit valable et efficace et adaptée à leurs intérêts. Donc, tu as compris, je veille à la cohérence juridique de l'ensemble de l'opération, en lien avec les experts comptables et les conseils autres, s'il y en a, des notaires, par exemple, s'il y a des biens immobiliers,
afin de couvrir l'ensemble des risques qui sont liés à l'opération de cession. Mais il y a un autre point qui est très important et sur lequel on va revenir à plusieurs reprises, c'est que j'assiste pas seulement le client en matière juridique, j'assiste le client aussi d'un point de vue humain et psychologique. Et à ce titre, je vais l'accompagner dans ses questionnements, ses hésitations et ses prises de décision. Et c'est un point très important. C'est très complet. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer en droit des affaires et plus particulièrement dans l'accompagnement des dirigeants? Alors, en réalité, c'est une histoire familiale, car mon père était dirigeant d'entreprise, donc le monde de l'entreprise m'a toujours été familier. Ensuite, lors de mes études de droit, j'ai choisi, mais par goût en réalité, peut-être parce que j'étais bercée dans le monde de l'entreprise, de prendre les matières qui étaient liées au droit des affaires. Donc le droit des contrats, le droit commercial, le droit des sociétés. Et ensuite, en commençant mon exercice d'activité d'avocat, j'ai eu une petite incursion pour voir ce que c'était dans le judiciaire, donc droit de la famille et un petit peu de pénal. Mais en fait, je suis vite retournée à mes premières amours. Alors, tu vas me demander pourquoi, donc je vais te répondre tout simplement. Bon, en fait, ce que j'aime avant tout, c'est intervenir aux côtés des dirigeants et les accompagner dans leurs projets. Tu es aussi coach de dirigeants. Qu'est-ce que cela change dans ta manière d'accompagner tes clients? En effet, je suis diplômée en coaching professionnel RNCP 6 depuis 3 ans. Alors, c'est un diplôme d'État. C'est un apprentissage en sciences humaines et sociales qui m'a beaucoup apporté à titre personnel. Est-ce que ça change véritablement ma manière d'accompagner mes clients? Peut-être un peu, mais je pense pas fondamentalement. C'est-à-dire que les techniques du coaching qui permettent d'accompagner le dirigeant dans ses stratégies, c'est-à-dire être à ses côtés pour lui poser les bonnes questions, pour qu'il puisse prendre du recul, qui ne sont pas d'ailleurs du tout des questions juridiques et fiscales, c'est forcément un plus. Mais j'ai envie de te dire que faire le métier d'avocat, c'est forcément déjà avoir une appétence particulière pour l'accompagnement humain et surtout l'envie de comprendre et d'aider l'autre. Donc, le coaching, ça m'apporte sur quelques techniques peut-être, mais je pense que j'avais déjà ça en moi. Et pourquoi? Parce que je considère que accompagner les dirigeants par une approche juridique, c'est évidemment c'est essentiel, hein, c'est crucial. Mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que lorsque le dirigeant il est amené à prendre des décisions importantes, comme céder son entreprise ou négocier avec ses associés ou ses partenaires, bah, je vais l'aider évidemment dans ses processus de réflexion et de décision en étant avocate. Alors je vais l'aider avec mes compétences de juriste, bien sûr. Donc écouter son client, se mettre à sa place avec la bonne distance, évoquer avec lui les meilleures solutions juridiques, le conseiller au mieux de ses intérêts. Bon, ça, c'est le travail évident d'un avocat. Mais sans le juridique, sans la prise en compte des impacts psychologiques, des décisions qui vont être prises par le dirigeant, donc les impacts qui seront tant qui auront des répercussions sur le dirigeant lui-même, sa famille, ses associés ou les salariés, souvent peut être totalement inopérant et finalement non adapté à la situation humaine. Et donc, ça sera inapplicable. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'aspect psychologique est vraiment important et qu'en matière de transmission d'entreprise, en fait, comme dans bien d'autres matières, la psychologique et le juridique sont sans cesse mêlés. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Et dans ta pratique, comment est-ce qu'apparaissent les situations de cession ou de transmission d'entreprise? Comment est-ce qu'elles arrivent à toi? Alors, elles arrivent à moi la plupart du temps. La plupart de mes clients, ils partent à la retraite. Ils souhaitent céder leur entreprise pour cette raison. Il faut savoir aujourd'hui même, là, le jour où je te parle, il y a à Bercy une conférence qui est organisée par le ministère de la PME sur le sujet de l'entreprise, de la cession d'entreprise, parce que dans les 10 ans à venir, il y aura plus de 500 000 entreprises qui seront à vendre, qui seront cédées. Et en réalité, ça s'explique par l'âge des dirigeants. Il y a plus de 25% des dirigeants qui ont plus de 60 ans aujourd'hui et 11% ont même plus de 66 ans.
Alors mécaniquement, il va y avoir un volume important d'entreprises à transmettre dans les 10 prochaines années. Et moi, dans mon expertise professionnelle, la plupart des gens qui viennent, effectivement, c'est pour partir à la retraite. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Donc, il peut y avoir des raisons personnelles, autres que la retraite. Par exemple, un dirigeant qui n'a plus envie, qui a l'usure du métier qu'il exerce, qu'il a envie de faire autre chose, il a envie de céder. Il peut y avoir malheureusement des problèmes de santé, des dirigeants qui sont confrontés à la maladie, ne se sentent plus forcément le courage de continuer et ont un désir de céder. Il y a également des difficultés économiques. Alors là, je ne parle pas des cessions qui seraient réalisées dans le cadre des liquidations judiciaires. Et là, c'est du ressort du tribunal. Et ça, je ne vais pas l'aborder dans cet entretien parce que ça serait trop compliqué. Mais en revanche, il peut y avoir des prémices, on va dire, de difficultés économiques sans que ça aille jusqu'à la liquidation ou au redressement. Et là, le dirigeant, il se sent plus en mesure de faire face et donc il va vendre à un repreneur qui peut-être pourra investir, qui aura plus d'argent, un concurrent. Donc voilà, ça c'est aussi une raison. Il y a deux autres raisons. Bah, la bonne affaire, il faut pas non plus. Elle existe, c'est-à-dire que le dirigeant peut avoir quelqu'un qui frappe à sa porte et qui lui propose un prix, une reprise de son entreprise à un prix, et là il se dit ah ben c'est trop intéressant, je vais pas la laisser passer. Alors il s'y attendait pas, il n'était pas préparé, mais c'est la bonne affaire qui passe et on va la prendre. Et puis, dernière hypothèse, ça peut être aussi la mise en œuvre d'une stratégie, et là je parle plutôt dans des groupes, où il y a plusieurs activités, plusieurs entreprises, et on décide au niveau du groupe de céder des entreprises parce que on a envie que le groupe finalement se concentre sur un type d'activité et une autre activité va être cédée pour pouvoir se concentrer sur, par exemple, l'activité principale. Donc ça peut être aussi une activité, une raison de la cession. Et Euh, oui, alors, vas-y. je voulais juste te dire aussi que donc, celui qui rachète l'entreprise, donc ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être donc un tiers, quelqu'un qui a envie de se lancer, quelqu'un qui est un concurrent qui connaît déjà bien le secteur. Ça peut être aussi une personne de la famille du dirigeant. Soit c'est une personne qui travaille déjà avec le dirigeant, soit c'est quelqu'un de sa famille qui ne travaille pas mais qui a envie de reprendre l'entreprise. C'est quand même un repreneur sur deux hein, qui est quelqu'un de la famille. Donc c'est vraiment important. Mhm. Un associé, qui est Mhm. quelqu'un qui est déjà associé mais qui n'est pas dirigeant, qui détient simplement des participations. Et autre cas de figure sont peut-être aussi les salariés de la société. Et ça, c'est très intéressant et c'est pas vraiment assez développé en France parce qu'il y a beaucoup de motivation et beaucoup de salariés qui aimeraient bien parfois reprendre l'entreprise. C'est seulement 17% des reprises. Voilà. Donc, en fonction du profil de celui qui rachète l'entreprise, bah, la transmission, elle va se réaliser soit à titre onéreux, c'est le cas le plus courant, ou alors à titre gratuit. À titre gratuit, j'entends donation, succession. Bon, écoute, simplement pour dire, la plupart des clients, finalement, c'est souvent des gens qui partent à la retraite. Lorsqu'ils me contactent, ils ont déjà un acheteur et ils ont souvent une idée très précise de l'opération. Mhm. Moi, mon rôle, ça va être de recueillir et de comprendre leur motivation, mais surtout d'évoquer avec lui toutes les autres options et toutes les possibilités. Parce qu'ils ont parfois une idée très précise, mais ils n'ont peut-être pas forcément pensé à tout. Et poser les bonnes questions juridiques, c'est important, mais aussi tous les ressorts psychologiques de leurs décisions. Voilà, ça c'est ceux qui vendent. Juste une toute petite partie sur ceux qui rachètent, parce que j'ai des clients aussi qui achètent. Donc, pourquoi ils achètent? Bah, parce que, ils considèrent que se lancer avec une activité préexistante, c'est souvent plus simple. Bon, il y a évidemment des contraintes, hein, parce que, il y a déjà l'exercice, enfin, l'entreprise, elle existe déjà, donc il y a des salariés, il y a des contrats, il y a un local. Mais bon, ils partent pas de zéro. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour eux. Et puis, dernière hypothèse pour ceux qui rachètent, il y a ceux qui ont déjà une entreprise dans le même secteur ou un secteur proche, complémentaire. Et ça peut être pour eux une opportunité de croissance. Avec une acquisition d'activités complémentaires, ils peuvent racheter des sous-traitants, des concurrents. Voilà, ce sont les cas principaux. Et donc, dans ton expérience, à quel moment les dirigeants commencent-ils généralement à envisager cette étape de cession ou d'acquisition? Et est-ce que, selon toi, ils viennent vers toi au bon moment?
Alors, on va parler de ça. Ça va être un peu redondant. En réalité, le gros problème, c'est le manque d'anticipation. Et ça, je vais vraiment insister là-dessus parce que c'est la difficulté principale. Les dirigeants, ils anticipent encore trop rarement. Et il faut comprendre que les candidats cédants, pour qu'une transmission soit vraiment bien réussie, il faut qu'elle soit préparée plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance. Certains ouvrages de référence, on parle de commencer la préparation de l'entreprise environ 4 à 6 ans avant sa transmission. Là, c'est peut-être un petit peu excessif, mais moi, je dirais que pour commencer les audits, faire les bonnes analyses, vraiment préparer le travail 1 an, 3 ans maximum, ça me paraît pas foufou, c'est bien. Donc, faut s'y prendre bien à l'avance. Et concrètement, les dirigeants, malheureusement, ils se posent la question, bah, soit à l'approche de la retraite, comme je te disais, au moment où ils prennent conscience des conséquences d'une absence de préparation sur leur héritier et sur l'entreprise, ou alors lorsqu'il y a une phase de croissance et de mutation, lorsqu'il y a un investisseur qui frappe à la porte, et là ils se disent, ah oui, ah ben je vais peut-être céder, mais là ça va peut-être se faire un peu dans l'urgence. Et alors, plus brutalement encore, c'est lorsque les difficultés économiques apparaissent ou lorsqu'elles sont déjà même bien là. Donc, tu l'auras compris, Barbara, les meilleures transmissions sont celles qui sont envisagées au plus tôt. Et certains disent, avec peut-être humour, je ne sais pas, que la transmission doit se préparer dès la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait déjà, quand tu crées ton entreprise, avoir une réflexion structurée sur la façon dont l'activité va se développer et dont la façon dont tu vas vendre Mm. ton entreprise. Mm. Et ça, c'est malin dans plein de domaines. Dans la psychologie, c'est beaucoup moins facile à envisager, malheureusement. Quelles sont les principales difficultés? Donc, tu en as déjà cité quelques-unes, mais difficultés que tu observes chez les dirigeants dans ces moments de transition. Principale difficulté, c'est lié justement au manque d'anticipation. Donc, c'est d'organiser l'entreprise pour la rendre accessible et attractive. Bah, pourquoi? Parce que en fait, le travail de préparation, il va servir à détecter ce qui va faire perdre de la valeur à l'entreprise, voire même empêcher la cession. Donc, il faut pour ça effectuer des diagnostics comptables et juridiques. Et puis, bah, à l'issue de ces diagnostics, il faut peut-être entreprendre des opérations qui vont permettre de remédier aux difficultés. Et si on ne le fait pas, eh bien, ça peut révéler en fait ce défaut de préparation, une absence de structuration juridique adaptée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une bonne séparation des activités, des actifs immobiliers qui sont à l'intérieur, la structure n'est pas la bonne pour céder. On sait qu'il y a des structures plus faciles et moins coûteuses lors de la cession. Il peut y avoir également un mélange entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, donc ça va rendre la cession plus lourde, voire plus risquée. Et puis, il y a une non-anticipation des conséquences successorales et fiscales, avec bah, des droits de mutation qui sont lourds, alors que, il y a ce qu'on appelle le pacte Dutreil, permet un allègement du coût fiscal, et malheureusement, on constate que dans les derniers chiffres, 82% des dirigeants méconnaissent le pacte Dutreil, qui pourrait permettre donc de céder suite à un décès ou une donation, dans le cadre familial bien sûr, l'entreprise à moindre coût. Bon voilà, donc ça c'est vraiment la principale difficulté, c'est organiser l'entreprise pour qu'elle soit attractive. La deuxième grosse difficulté, c'est de trouver le successeur. Il faut identifier un repreneur, que ce soit un membre de la famille, dans l'entreprise ou pas, peut-être un salarié, un associé, un tiers, quelqu'un qui va être capable de reprendre et conduire et développer l'entreprise. Et force est de constater que 50% aujourd'hui des entreprises ne trouvent pas de repreneur. En fait, il y a un vrai problème de rencontre entre le repreneur et le cédant, c'est-à-dire que les cédants ne trouvent pas forcément les repreneurs et les repreneurs ont peine aussi à trouver les cédants. Donc, c'est toute la difficulté. Et une fois qu'on a trouvé ce repreneur, si on l'a identifié, soit il est déjà dans l'entreprise, soit il arrive, et là, il faut le former, et suffisamment tôt pour qu'il soit bien au fait de l'activité et à la gestion de l'entreprise. Si on ne le fait pas,
si on n'a pas une bonne étude et un bon profil sur sur le successeur, ça peut entraîner des tensions entre les associés, parce que les associés vont pas être forcément d'accord sur l'opportunité de vendre et surtout la personne à laquelle on va le vendre. Les salariés, s'ils ont vent de la cession, bah, ils peuvent aussi s'inquiéter, et ça c'est très légitime. Donc tu vois, ça va créer des grandes difficultés. Mhm. Côté acheteur, il faut aussi préparer le projet de reprise, et pour cela, il faut étudier le marché, les cibles, c'est-à-dire les sociétés intéressantes. Et comme je te le disais, eh ben, ils ont du mal à se rencontrer parfois. Les perspectives d'avenir de l'activité, les possibilités financières, c'est un énorme sujet par rapport au coût de l'acquisition, parce que se faire financer son projet de reprise, c'est une grosse difficulté. Et puis également une chose auquel doit réfléchir l'acheteur, c'est son choix de vie personnelle. Est-ce que cette activité va vraiment rentrer dans son cadre de vie par rapport à sa famille, par rapport à sa région, etc. Et soit vraiment il faut qu'il y réfléchisse. Donc voilà, donc la principale difficulté pour l'acheteur, ça va être de trouver l'entreprise viable, fiable, et son accès au crédit, sachant qu'il y a 30% des repreneurs qui ont des difficultés à financer la reprise. Et ce chiffre va même monter à 44% pour les repreneurs salariés. Donc c'est un énorme, une énorme difficulté. Mhm. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire, Véronique, comment se déroule une session d'entreprise d'un point de vue juridique? Alors d'un point de vue juridique, c'est à peu près toujours pareil, sauf qu'évidemment, c'est un petit peu différent en fonction du contexte, de l'entreprise, de son activité et surtout de la taille. C'est-à-dire que si on a affaire à un groupe avec plusieurs filiales, évidemment, c'est plus compliqué. Mais bon, il y a des grandes étapes qu'on retrouve malgré tout dans toutes les opérations de cession. Donc, pour faire une sorte de schéma assez rapide sur le déroulement de l'opération, il y a d'abord la phase de préparation et d'audit, j'en ai un petit peu parlé, c'est analyser la situation du dirigeant par rapport à sa situation patrimoniale, familiale, fiscale, la situation de l'entreprise, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire le juridique, le comptable, faire des audits, identifier en fait précisément ce qui va être cédé, vérifier les informations qu'on va donner et détecter les risques pour éviter les contentieux. Et puis s'il y a besoin, bah, faire des restructurations préalables. Donc ensuite, on définit le périmètre de la cession. Qu'est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on veut vendre le fonds de commerce, c'est-à-dire l'activité, alors globalement l'activité, le bail, le fichier client, ou est-ce qu'on veut vendre l'entreprise, c'est-à-dire la personne morale, avec le passif, l'actif? Donc c'est autre, et là ça se fait par la cession de titre. Et là, c'est d'autres formalités, c'est un autre, voilà. Donc il faut choisir, sachant que parfois, d'ailleurs, le repreneur, il va un petit peu imposer aussi sa demande parce que des fois, il va pas vouloir acheter l'entreprise, il va vouloir acheter que le fonds, donc il faudra se mettre d'accord aussi avec le repreneur. La cession, c'est aussi pas toujours une cession totale, ça peut être une cession partielle d'une seule activité parmi toutes les activités de l'entreprise. Ça peut être simplement une cession de contrôle, c'est-à-dire une prise de participation. Donc, tu vois, il y a plusieurs choses dans le Mhm. périmètre. Et puis ensuite, bah, évidemment, ce que je disais avant, c'est retrouver le bon repreneur. Et dans le processus proprement dit de la cession, on commence par négocier la lettre d'intention. Donc celui qui veut acheter, il dit, voilà, moi ça m'intéresse, on s'est déjà rencontrés, on a eu un entretien, vous m'avez un petit peu exposé votre activité, j'ai vu plusieurs éléments. Maintenant ça m'intéresse, voilà ce que je vous propose et à quel prix. Donc à l'issue de cette lettre d'intention, qui doit être acceptée par le cédant, eh bien, la plupart du temps, il y a une période d'exclusivité, c'est-à-dire que le cédant va dire, bon, bah, écoutez, on est d'accord sur ces éléments, moi je serais d'accord pour vous vendre, mais j'entends bien que vous avez besoin de faire un audit, souvent complémentaire aux éléments que je vous ai déjà donnés. Donc là, il y a une période d'audit qui démarre, Mhm. et la plupart du temps, c'est l'expert comptable du repreneur qui donc a accès aux éléments comptables de l'entreprise, au contrat. Et là, avec les avocats, on lit les contrats, on lit tous les engagements de l'entreprise. La partie comptable, c'est les experts comptables. Et ensuite, quand le repreneur donne son aval, dit d'accord, ça m'intéresse toujours, ben, oui, oui, je veux continuer. On élabore le protocole de cession. Le premier protocole, il va y en avoir deux. Donc le premier, c'est un protocole qui va se faire sous condition suspensive. Donc la condition suspensive, c'est-à-dire que l'opération ne se fera que lorsqu'il y aura levé des conditions suspensives. Elle suspend la vente, c'est ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle suspensive.
La plupart, en fait, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est l'obtention d'un emprunt. La même chose que quand vous achetez un appartement ou une maison, hein, il faut que le banquier vous suive. C'est quand même rare la personne qui a les fonds pour acheter la société et qui peut ne pas ne pas recourir à l'emprunt. Donc la condition suspensive, l'obtention du financement, mais ça peut être aussi des autorisations administratives. Par exemple, dans une activité où il y a besoin d'habilitation parce que c'est des activités qui sont réglementées ou des activités qui demandent des diplômes particuliers ou des... Alors ça demande évidemment qu'on vérifie et qu'il y ait une condition suspensive qui soit levée. Mais ça peut être aussi les agréments, on en reparlera par la suite, par exemple les associés. Dans les statuts, dans les pactes d'associés, les associés, ils ont le mot à dire et ils peuvent contrer la cession en disant bah, je ne suis pas d'accord pour que cet associé devienne le repreneur majoritaire de l'entreprise. Ils peuvent aussi préempter, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire ah ben moi ça m'intéresse, donc finalement pas ce repreneur, ça sera plutôt moi. Donc tout ça doit être levé. Une fois que tout ça est levé, on passe à la partie de transfert de cession, du transfert de propriété, pardon. Et donc là, bah, c'est pardon, l'acte de réitération de cession. Et là, à ce moment-là, c'est évidemment le paiement du prix, la mise en œuvre des garanties d'actifs et passifs, et ça, j'en parlerai après parce que c'est très important. La garantie d'actifs et passifs, globalement, c'est ce à quoi s'engage le cédant. Par rapport aux déclarations et aux éléments qu'il a donnés. C'est-à-dire que s'il y a une découverte d'un actif qui n'est pas au bon prix ou un passif qu'on découvre par la suite, eh bien, il a une responsabilité et le repreneur peut aller chercher la responsabilité du cédant. Donc ça, ce sont des garanties d'actifs et de passifs. C'est très sensible comme sujet et il faut vraiment très très bien les rédiger. Dernière petite chose, l'information des salariés. L'obligation légale d'informer les salariés sur la cession et ça leur permet éventuellement de faire une offre de reprise. Concrètement, je ne l'ai jamais vu. Et puis donc dernière étape, bah, la signature, l'acte de réitération, je viens de le dire, et puis toute dernière étape, les formalités de publicité. Euh, Différentes si c'est une session d'entreprise ou fonds de commerce, c'est un peu plus lourd avec le fonds de commerce, avec des mises en place de garanties, c'est-à-dire des sommes qui peuvent être séquestrées en garantie justement de la garantie d'actifs et de passifs, des garanties bancaires, garantie à première demande par exemple. Et puis ensuite, bah, on assiste au déroulement final, c'est-à-dire que on donne les clés et le repreneur devient propriétaire de l'entreprise. Et souvent d'ailleurs, il faut juste dire que la plupart du temps, il y a une petite période où il est souvent accompagné par le cédant pour la passation auprès des clients, le salarié, etc. Voilà comment ça se passe. C'est très concret. Et quels sont les points les plus sensibles ou les plus complexes dans ce type d'opération? Alors, on va revenir aux éléments que j'ai déjà un petit peu évoqués. Ce qui est le plus compliqué pour le dirigeant, c'est d'analyser, d'évaluer son entreprise. Et l'intérêt, c'est plus que l'intérêt, c'est la nécessité de le faire, c'est de définir le prix de cession. Donc, il va falloir que de façon plus objective possible, parce que parfois, les chefs d'entreprise, ils ont une vision de leur entreprise parfois qui est un petit peu, comment dire, ils sont persuadés qu'elle vaut plus qu'elle ne vaut en réalité. Parce qu'ils omettent certains éléments, mais en pure bonne foi, hein. Donc il va falloir que déjà ils définissent le marché dans lequel l'entreprise évolue. Ça veut dire se poser vraiment la question de se dire, bon, mes produits, est-ce qu'ils sont encore adaptés au marché? Est-ce que c'est un marché qui est porteur ou en déclin? Qui sont mes concurrents? Est-ce que, il y a vraiment une situation de monopole et que finalement, bah, dans les années à venir, que va devenir mon entreprise, mes produits? Les éléments financiers, c'est-à-dire quel est mon chiffre d'affaires prévisible sur les 3 prochaines années à venir? Quelle est la rentabilité de mon entreprise? Est-ce qu'elle a des dettes? Est-ce qu'il y a des litiges en cours ou prévisibles? Et ça, là-dessus, on a parfois des grosses surprises parce que des fois, bah, c'est occulté. Bon, je dirais que parfois, il y a des oublis. Donc, on découvre des choses au fur et à mesure.
Et puis, il y a un autre point intéressant aussi, c'est est-ce que l'entreprise dépend trop du dirigeant? Est-ce qu'il a délégué de façon efficace auprès de ses salariés? Est-ce qu'ils sont formés pour prendre le relais? Ça, c'est la difficulté qu'on rencontre souvent avec une entreprise qui est très institut personnalisé, c'est-à-dire qui est très liée à la personnalité du dirigeant. Ce qui veut dire que lorsqu'il va céder, eh bien, les clients, même les fournisseurs, bah, ils vont peut-être pas rester parce que ça sera pas le même dirigeant et que la personnalité est trop importante et qu'il a pas assez délégué. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question. Une autre question fondamentale, c'est les contrats. Est-ce que les baux, les contrats fournisseurs, les contrats clients sont à jour? Est-ce qu'ils ont été négociés dans de bonnes conditions? C'est-à-dire que, bah, notamment avec les clients, est-ce que c'est les bons prix? Est-ce qu'ils peuvent être renégociés facilement? Est-ce qu'ils sont à terme l'année qui va suivre la session ou pas? Parce que si on achète une coquille vide et que finalement, bah, le fichier client, c'est comme ça va fondre comme neige au soleil parce que finalement, les contrats, ils arrivent tous à échéance et puis bah, on va pas pouvoir les renouveler. Donc, pour le repreneur, c'est pas forcément une bonne affaire. La valeur aussi des actifs. Est-ce que le matériel, la valeur qu'il y a dans le bilan, est-ce qu'il a été bien entretenu? Est-ce que c'est un matériel qui est neuf? Est-ce qu'il a été renouvelé régulièrement ou est-ce qu'il est vieillissant et que finalement bah, le repreneur il va prendre des outils qui sont pas vraiment les bons outils? Est-ce que le local, c'est très important le local, est-ce que le bail est-ce que c'est un bon un bail qui n'est pas payé trop cher? À quel moment du bail on est? Est-ce qu'on est en fin de bail? Idéalement, il faut avoir renouvelé son bail peu de temps avant, à des conditions intéressantes. Ça, c'est évidemment profitable au repreneur. Dernière chose, l'immobilier, s'il y a un immobilier, ce qui vaut mieux pas parce que ça alourdit le prix de la cession. Est-ce que, il faut faire une évaluation évidemment, est-ce que c'est le bon prix? Et puis les stocks. J'ai beaucoup de clients bah, dans leur entreprise, il y a des produits qui sont stockés, puis on met toujours un peu le même montant au bilan, et puis quand on regarde vraiment la valeur des stocks, bah, ils sont totalement dévalorisés et il faut revoir tout ça. Donc, avec l'aide de l'expert comptable, de l'avocat, on va ensuite, avec tous ces éléments, on va prendre une méthode d'évaluation qu'il faut choisir afin de définir le prix de cession. Et ça, c'est très important que la méthode d'évaluation, elle soit adaptée, mais aussi qu'elle soit la plus simple possible. Pourquoi? Parce que tous ces éléments, ils vont être expliqués au repreneur. Et le prix, il va demander aussi, pourquoi tel prix? Quelle est la méthode qui a été utilisée? Plus c'est simple et mieux ce sera. Il n'y a rien de pire que des clauses de calcul de prix absolument incompréhensibles par pas grand monde d'ailleurs. Même les conseils parfois ne comprennent pas. Donc il faut que ce soit des valeurs réalistes et un mode de calcul qui soit compréhensible pour tous et surtout pour le repreneur. Donc pour finir sur cet élément de l'évaluation du prix, il faut que le mode de calcul et les compléments de prix qui peuvent s'ajouter soient clairs, soient bien établis et bien compréhensibles par tous, et ça doit se faire avec l'expert comptable et l'avocat. Donc ça, c'est sur le prix. Plus rapidement, la structuration juridique, j'en ai déjà dit quelques mots, choisir la cession de titre ou la cession de fonds, qu'est-ce qu'on vend, et il faut que ça corresponde à la situation patrimoniale du cédant. Donc, je rappelle, le pacte du Trel, peut-être éventuellement des donations partage pour les héritiers. Enfin voilà, il faut réfléchir à tout ça. Trouver le bon repreneur. Les conditions suspensives, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est les autorisations, mais c'est très très important parce que ça peut être source de contentieux si on ne fait pas attention. Et puis, le dernier point essentiel, c'est les garanties. Les garanties d'actifs et de passifs, il faut bien les étudier et bien les rédiger parce que c'est une épée de Damoclès sur la tête des cédants. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, ils peuvent être amenés à couvrir les responsabilités liées à des passifs ou des actifs qui n'auraient pas été détectés au moment, surtout les passifs qui n'auraient pas été détectés, ou les actifs, on va dire, qui n'auraient pas été jugés à la bonne valeur et qui seraient détectés après la session. Et là, on peut venir rechercher leurs responsabilités. Donc, il faut que le périmètre de cette garantie
soit limité, il faut limiter la durée, il faut qu'évidemment ce ne soit pas trop long pour que ensuite le cédant il puisse un jour dormir tranquille sur ses deux oreilles. Il faut qu'il y ait des plafonds, il ne faut pas que ce soit l'intégralité du prix de cession, ça n'a pas de sens. Et puis des franchises, c'est-à-dire on ne va pas rechercher la responsabilité du dirigeant pour des sommes ridicules. Et ensuite les modalités de mise en jeu, il ne faut pas que ce soit compliqué. Il faut qu'on puisse mettre en jeu la garantie de façon simple, et compréhensible par tous. Voilà. Et dans ta pratique, est-ce que tu as repéré des erreurs fréquentes que peuvent faire des dirigeants lorsqu'ils préparent cette session d'entreprise? Alors les erreurs fréquentes, bah, on va revenir sur le fond du problème évoqué depuis le début qu'on se parle. C'est sous-estimer la durée et la complexité de la préparation. Donc essentiellement, c'est lancer le processus trop tard et l'entreprise n'est pas structurée pour être transmise. On n'a pas fait les restructurations nécessaires. On n'a pas fait les bons les audits où on les a considérés comme des simples formalités. En fait, il faut bien se dire que les questions vont être posées par le repreneur. Donc, il ne faut pas en faire l'économie. C'est-à-dire qu'il faut se dire que se mettre à la place d'un repreneur et se dire quelles questions il est censé me poser, qu'est-ce qu'il va me demander. Et il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il ne faut pas se dire, bon, bah, je vais faire comme si là, ça, je ne vais pas en parler. Mais non, parce que l'expert comptable, le conseil, l'avocat, il va forcément poser la question. Donc, il vaut mieux évacuer les problèmes très, très rapidement et dès le début. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les audits. Il faut surtout ne pas laisser l'acheteur découvrir seul les mauvaises surprises. Ça, c'est un point extrêmement négatif parce que ça peut même faire achoper une session, parce que là, on rompt carrément la confiance. Et ça peut vraiment, je l'ai déjà vécu, sur sur des opérations où finalement le cédant il a eu peur de ne pas faire l'opération, donc il a dit à moitié les choses et c'était pas si grave que ça. Mais le repreneur il a pris peur, il avait plus confiance et puis il a arrêté le processus. Donc ça c'est vraiment très mauvais. Les garanties, j'en ai parlé, mal appréhender les garanties et avoir cette épée de Damoclès pendant X années, c'est vraiment vraiment à éviter. Et puis la dernière chose, négliger la dimension humaine et la gouvernance. C'est-à-dire ne pas associer suffisamment tôt les associés clés au projet, voir les salariés, les cadres de l'entreprise. Ça peut vraiment entraîner des grosses difficultés et les réactions des salariés. Parce que, au final, ils peuvent se sentir blessés de ne pas avoir été consultés. Il y a aussi quand on parle des repreneurs et des options possibles, que ce soit les salariés ou voire même simplement un ou plusieurs cadres de l'entreprise qui peut-être auraient aimé reprendre l'entreprise, si on ne leur propose pas. Moi, j'ai eu cette situation dans une opération où le cadre vraiment le bras droit, on va dire, du chef d'entreprise n'a pas été consulté et il l'a très mal vécu et il est parti juste après la session. Et au final, bah, ça a été une désorganisation complète de l'entreprise parce que il a entraîné avec lui bah, un certain nombre de salariés et là, il y a eu une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Enfin, bah, pour le repreneur, c'était pas du tout une bonne opération. Hmm. Et si on va regarder, effectivement, comme tu viens de commencer à le faire, les acteurs qui sont concernés. Donc une session d'entreprise, ça concerne souvent plusieurs personnes, tu l'as dit, les associés, les repreneurs, les salariés. Comment ces différents enjeux se croisent-ils? Alors, si on reprend les différents acteurs qui sont concernés par la cession, bon, on voit bien que c'est un carrefour d'intérêts qu'on pourrait se dire, bah, ce sont des intérêts divergents. Qui n'est pas forcément, pour une bonne session, il faut justement que ces intérêts ne soient pas divergents. Bah, le cédant, on pourrait envisager que le cédant se dise, bah, moi, je veux le meilleur prix. Bon, mais le meilleur prix, c'est d'ailleurs pas forcément le cas le plus fréquent. Parce que le meilleur prix, oui, bien sûr, c'est normal, plutôt le juste prix. Mais surtout, le cédant, moi, ce que j'entends la plupart du temps, c'est que le cédant, il veut la pérennité de son entreprise. Il veut que les salariés qui lui ont fait confiance, bah, ils restent dans l'entreprise avec un repreneur qui soit le bon et puis que l'activité, elle perdure. Mhm. Donc pour ça, c'est pas forcément augmenter le prix de façon inconséquente qui va mettre à mal l'entreprise. Donc ça, c'est pas souhaitable.
Le cédant, il veut aussi ne pas être confronté à une responsabilité accrue au titre de sa garantie d'actifs et de passifs. Ça, c'est voilà, c'est sa problématique à lui. En ce qui concerne les associés minoritaires, eux, ils veulent être informés, ils veulent avoir souvent leur mot à dire, peut-être être en mesure de reprendre la direction de l'entreprise. En tout cas, s'ils ne le font pas, ils veulent pouvoir choisir le repreneur, ou du moins donner leur aval, et puis si c'est pas possible, eh bien partir. Donc on verra par justement le jeu des pactes d'associés que ça c'est possible. Donc il faut dire une chose aussi, c'est que le droit à l'information des associés est protégé par la loi, hein. Donc de toute façon, on ne pourrait jamais faire une session sans informer ses associés. Donc forcément, il faut donner les informations. Le repreneur, quant à lui, ce qu'il veut, c'est sécuriser son opération. Il veut pas avoir des mauvaises surprises. C'est bien normal. Il veut pas payer trop cher. Il veut payer aussi au juste prix. Et il sait qu'il va accepter des contraintes, mais il y en a forcément, puisque notamment le maintien de l'emploi, les contrats de travail, ils suivent l'entreprise. Donc il va, et c'est fort heureux hein, d'ailleurs, parce que une entreprise sans salariés, ça n'existe pas. Ou du moins, c'est pas une structure, c'est une des petites structures, ça peut exister, mais bon, une entreprise avec des salariés, elle a forcément un maintien des contrats de travail dans le processus de cession. Et donc, lui, il va bénéficier de cet existant, donc des salariés qui connaissent l'activité et qui travaillent au sein de l'entreprise, plus la reprise des contrats avec les clients, les fournisseurs. Donc voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas une problématique, mais c'est ce qui va lui arriver en fait. C'est de reprendre ses contraintes, mais à la fois sécuriser son acquisition. C'est ce qu'il cherche. Et les salariés, enfin, comme on l'a dit, ils bénéficient d'un droit d'information pour éventuellement présenter une offre de reprise. Et eux, surtout, ils veulent être sécurisés, c'est-à-dire que ils veulent savoir que l'entreprise, bah, elle va perdurer, qu'ils vont continuer à pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Hmm. Voilà. Donc le rôle de l'avocat, bah, c'est justement de concilier ses intérêts dans un cadre juridique sécurisé. Il faut expliquer à chacun les contraintes et les marges de négociation. Hmm. Est-ce qu'il y a des situations que tu as pu vivre au cours de ta pratique où les relations entre les associés sont devenues particulièrement sensibles à ce moment-là de la session? Alors oui, la session, c'est un moment qui peut être propice à la tension entre associés. Ben, parce que ce qu'on vient de dire, c'est que les associés minoritaires, ils n'ont pas envie de se retrouver avec un associé dirigeant majoritaire qui ne leur convient pas. Donc, ils peuvent avoir des divergences donc sur la personne même du repreneur, mais aussi sur le principe même de la cession. Parfois, les minoritaires n'ont pas forcément envie de vendre, ils pensent que c'est pas la bonne solution, c'est pas l'opportunité pour eux, c'est pas la leur. Sauf que bah, parfois le dirigeant, quand il part à la retraite, il part à la retraite, mais ses associés, eux, ils voudraient bien continuer l'aventure parce qu'ils sont pas forcément en âge de partir à la retraite. Donc ça cause aussi des difficultés. Il peut y avoir des désaccords également sur la valorisation, parce que vendre, bah, s'ils doivent partir et toucher une partie du prix, ils ne sont pas forcément d'accord sur la valorisation et les méthodes utilisées et les modalités de l'opération. Donc ils peuvent contester éventuellement le prix. Donc là-dessus, il peut y avoir énormément de tensions. Il peut même y avoir des tensions sur la répartition du prix, parce que la répartition du prix, elle se fait en fonction de la répartition dans le capital social, mais au fond, il va ressortir au moment des sessions des choses qui avaient été enfouies sous le tapis. Par exemple, il peut y avoir des associés qui peuvent dire, bah oui, je suis minoritaire, mais moi, j'ai amené tel client, et puis moi, j'ai travaillé beaucoup, alors que je ne suis pas rémunérée, je l'ai fait pour que la société, bah, elle puisse croître au mieux. Puis là, des choses qui n'avaient jamais été dites, et puis tout d'un coup qui ressortent. Donc il y a ça. Euh, Après, il est vrai que le droit à l'information, comme je te le disais, il est impératif. Donc, ils auront une information loyale et complète, hein, c'est la loi. Donc, ils seront informés. Et puis, il y a aussi les statuts et les pactes d'associés qui prévoient des clauses qui vont conditionner ou restreindre la cession et qui finalement protègent les minoritaires. Donc, il y a énormément de clauses. Je ne vais pas évidemment toutes les citer ou les expliquer, mais je vais te donner les trois principales parce qu'on les retrouve quasiment tout le temps dans les statuts ou les pactes d'associés et elles sont vraiment essentielles. Donc, il y a les clauses d'agrément. Ça veut dire que
la cession à un tiers nécessite l'agrément des associés. Mais ça veut dire aussi que ça dépend des conditions de vote, hein, parce que si le minoritaire, il est vraiment minoritaire, bah, il n'aura pas non plus trop son mot à dire. Autre clause donc, qui est vraiment quasiment dans tous les statuts, c'est le droit de préemption. C'est-à-dire que, on doit proposer aux associés la priorité au rachat, c'est-à-dire que le cédant majoritaire, il dit, bah, moi je vais vendre, je vais partir. Est-ce que vous voulez racheter? Alors oui, très bien, mais l'associé minoritaire n'a pas forcément les moyens de racheter, donc c'est pas non plus idéal. Une clause aussi qui se trouve dans les pactes d'associés et qui par contre, elle est vraiment efficace, c'est la clause de sortie conjointe. C'est-à-dire qu'on oblige, quand il y a une cession, on oblige le repreneur à racheter toutes les participations aux mêmes conditions, au même prix, donc de tous les associés, y compris les associés minoritaires. Alors ça, c'est très bien parce que ça veut dire qu'ils vont pas être lésés, ils vont pas rester avec quelqu'un qui leur plaît pas, ils vont pas être lésés par rapport au prix, si le prix leur convient, bien sûr. Après, ils seront contraints de vendre parce que c'était pas forcément leur désir au départ, mais bon, voilà. Donc, pour l'avocat, il faut analyser vraiment l'architecture capitalistique, savoir qui est dans le capital, quels sont les associés, les statuts et les pactes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme clause et comment on protège les associés minoritaires, ce qui va permettre d'anticiper les zones de tension entre les associés, et ça pour sécuriser la transmission. On parle souvent effectivement de la cession d'entreprise comme d'une opération financière ou d'une opération juridique, ça c'est clair pour tout le monde, mais qu'observes-tu cette fois-ci sur le plan humain chez les dirigeants que tu accompagnes? Alors sur le plan humain, bah, tu l'as dit, c'est pas du tout une simple opération technique, juridique et fiscale. La cession, ça va toucher l'identité, l'histoire, les relations personnelles du dirigeant, les relations avec les associés, avec les salariés, les partenaires, et alors d'autant plus si ils ont créé l'entreprise. Donc ça, ça veut dire que la cession, c'est un moment de forte charge émotionnelle, mais véritablement. Et on sait bien que la réussite de la session, on vient de le dire, et je le redirai encore, c'est la préparation, c'est l'anticipation. Mais c'est aussi vrai d'un point de vue psychologique et humain. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui n'anticipe pas le fait qu'il va céder, donc il va partir à la retraite, donc il a pas, s'il n'a pas de projet derrière, ça peut être véritablement une source de difficultés chez lui, émotionnelles. La première année, l'année qui est juste avant, ou les deux années d'avant, il sait qu'il va partir à la retraite, il va ralentir les investissements, il va moins aussi, il est moins motivé. Et au moment où il part, s'il n'a pas de projet derrière, il peut très très mal le vivre. Une autre tendance, c'est la surra- survalorisation, faut le dire ça, hein, affective de l'entreprise qui va vraiment compliquer les négociations. Et j'entends par là le fait que parfois j'ai des clients qui me disent oui, je suis inquiet parce que personne ne saura gérer cette entreprise comme moi je l'ai fait. C'est alors le mot que j'entends très souvent, c'est mon bébé, il faut que vous compreniez, je l'ai créé, c'est moi. Et est-ce que la personne qui va reprendre, elle ne va pas forcément bien le faire? Enfin, voilà, c'est cette inquiétude avec tout ce que ça comporte d'anxiété et vraiment de valorisation affective qui dépasse vraiment l'entendement. Et puis aussi l'ambivalence entre j'ai envie de céder, j'ai envie de passer la main, mais j'ai pas envie. Et ça, je le rencontre fréquemment avec des chefs d'entreprise qui font tout pour vendre. Et puis finalement, par moment, on se rend compte qu'ils n'ont pas envie d'y aller parce ils ont peur de passer la main, ils ont peur de perdre le contrôle, de perdre leur statut. Ben, des fois, ils vont même faire, on a l'impression qu'ils font même des fois des choses en se disant, bah, et si finalement l'opération ne se faisait pas. Et on a l'impression que ça serait presque comme un soulagement alors qu'ils veulent vendre. Mais voilà, c'est l'ultime étape avant la retraite. Elle est souvent repoussée et c'est vraiment un passage psychologique très très compliqué chez les dirigeants. Alors s'ajoute à ça les enjeux familiaux et personnels dont on a parlé,
Donc, choisir le bon repreneur, si quand c'est quelqu'un de la famille, par exemple, il faut que ce soit aussi quelqu'un de légitime. Si on choisit un enfant alors qu'on en a plusieurs, pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? C'est pas facile. Pourquoi cet enfant et pourquoi pas l'associé qui est là depuis de longues années? Pourquoi cet enfant et pourquoi pas le salarié, le cadre qui est là depuis l'origine? Donc, vraiment, ça peut être très, très, très compliqué. Et il faut vraiment bien s'y préparer. Et c'est pour ça que je considère que du point de vue humain, c'est véritablement un vrai travail aussi. Et si on se plaçait du côté du grand public, d'après toi, qu'est-ce que le grand public comprend mal dans ces situations de transmission ou de vente d'entreprise? Alors moi, comprendre mal, je dirais que c'est pas forcément ça, c'est pas forcément le mot. Je dis plutôt que c'est une méconnaissance de l'importance, alors encore une fois, de l'anticipation de l'opération, de la complexité de certaines situations juridiques et humaines, et des conséquences financières qui sont induites donc par ces choix. Donc, souvent, le grand public va réduire la cession à un simple acte de vente. Donc, on vend le fonds de commerce, les droits sociaux. Alors, c'est ça, bien sûr, mais c'est vraiment pas seulement ça, puisque il y a la continuité de la personne morale, donc avec l'entreprise en tant que telle, hein, les salariés, les fournisseurs, les clients. C'est pas seulement le dirigeant, les associés, bien sûr. Donc, le sort des contrats en cours, et puis le sort des associés et la gouvernance future. Qui va diriger, avec quel pouvoir, selon quelle pérennité. Donc ça, c'est souvent ce qu'on oublie dans le grand public. Et on oublie aussi que, donc, pour d'ailleurs découler de ce que je viens de dire, que l'intérêt de la cession, c'est pas seulement l'intérêt du dirigeant qui va percevoir un prix ou du repreneur, c'est aussi l'intérêt social. Donc sa globalité, parce que l'entreprise, c'est ça, c'est avant tout euh, énormément de convergence d'intérêts, les salariés, les clients, la pérennité, le tissu économique d'un pays, voilà, ce sont des choses importantes. Je pourrais également te dire deux petites autres choses sur une croyance dans le grand public que tout peut être réglé par le contrat, ce qui est faux parce que certaines règles sont d'ordre public, on l'a vu. Par exemple, les cessions de fonds, il y a une procédure qui est très, j'ai envie de dire, drastique dans le sens où elle protège les créanciers avec des séquestres du prix, il y a des délais à respecter. Enfin, on ne fait pas tout et n'importe quoi, c'est pas juste contractuel non plus entre les parties, il y a des choses à respecter, c'est la loi. J'ai cité aussi le fait que les salariés dans une session d'entreprise bénéficiaient d'une information et d'une œuvre de reprise, c'est la loi. Le droit de préemption communale aussi. Dans certains périmètres, il y a des zones commerciales, des zones de centre-ville par exemple, où on doit demander l'autorisation à la commune si on vend un fonds de commerce. Voilà, donc il y a des règles aussi impératives. Et puis, encore, je reviens sur le dernier point qu'on a déjà abordé, mais j'insiste aussi sur les conséquences psychologiques et les dégâts intrafamiliaux d'une session mal anticipée. Donc, je t'ai déjà dit, et tu le sais, et tu es bien placé pour le savoir, qu'une session qui est mal anticipée d'un point de vue psychologique et émotionnel, sans projet derrière, ça peut déboucher sur une dépression chez le dirigeant, qui va se retrouver, alors qu'il était très occupé, qu'il était au centre de tout, il va se retrouver sans rien. Il avait un rôle social. Il va devenir un retraité sans but. Et surtout, il va le ressentir comme une dévalorisation sociale. Hmm. Et ça, c'est très, 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 très préoccupant. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Et puis, ce qu'on a déjà évoqué, les conflits familiaux, c'est très fréquent. Quand toutes les options de reprise au sein de la famille n'ont pas été évacuées, et pas seulement les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise, ça peut aussi être des membres de l'entreprise des membres pardon, de la famille qui sont extérieurs à l'entreprise, mais on leur a pas posé la question. Et voilà, après, ça peut nourrir des tensions familiales. Voilà. Pour terminer, Véronique, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un dirigeant qui envisage un jour de transmettre ou de céder son entreprise?
Alors, je crois que là, je vais répéter 20 minutes. Si on n'a pas compris qu'il fallait anticiper, c'est que on n'a pas écouté le podcast comme il fallait. Non, vraiment, le concept principal, c'est d'anticiper et de se faire accompagner. Il faut vraiment se faire accompagner par son expert comptable et son avocat. Il faut aller voir des personnes qui ont l'habitude de traiter de ce type d'opération parce que c'est tout à fait spécifique et vraiment leur faire confiance et bien en amont de l'opération. Et donc, voilà, je finirai par anticiper, anticiper et sinon, anticiper. Voilà. Infiniment merci Véronique de nous avoir partagé tout ce savoir et puis aussi les deux facettes de ton métier. Merci beaucoup à toi, Barbara. Avec plaisir. On parle souvent de la cession d'entreprise comme d'une opération stratégique, financière ou juridique. Mais sur le plan psychologique, c'est bien souvent autre chose. C'est une rupture identitaire et un deuil professionnel. L'entreprise, c'est comme un prolongement de soi. Et pour beaucoup de dirigeants, l'entreprise n'est pas qu'un outil de travail. Elle représente des années d'investissement, une vision, une reconnaissance sociale et parfois même une raison d'être. Autrement dit, l'entreprise fait partie de leur identité. Et puis, il y a une décision rationnelle avec un impact émotionnel majeur. Sur le papier, la décision peut être rationnelle. Opportunité, fatigue, stratégie, contexte économique. Mais sur le plan psychique, elle peut générer une perte de repère, un sentiment de vide, de l'anxiété, voire un véritable état dépressif. Parce qu'il y a une question sous-jacente. Qui suis-je sans mon entreprise? C'est donc une forme de deuil souvent sous-estimée. Et on retrouve ici des mécanismes proches du deuil, le déni, l'ambivalence, une difficulté à lâcher, un besoin de transmission ou de contrôle. Et ce processus est rarement anticipé ou accompagné, vous l'avez bien compris. Il y a donc des enjeux juridiques et psychologiques imbriqués. Ces éléments ne sont pas neutres. Ils peuvent impacter la prise de décision, les négociations, les relations avec les associés ou les repreneurs. Autrement dit, ce qui se joue psychologiquement peut influencer directement l'issue juridique. Derrière une cession d'entreprise, il n'y a pas seulement une transaction, il y a souvent une transformation identitaire profonde. Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode des ressources, un guide, ainsi que des formations autour de l'expertise psychologique appliquée au droit, pour mieux comprendre, objectiver et faire reconnaître ces situations. Si cet épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner au podcast, parenthèse au barreau, et à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de continuer à donner la parole à celles et ceux qui éclairent les coulisses humaines de la justice. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse au barreau.